suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous à Aix-en-Provence aujourd'hui. J'y étais la semaine dernière et j'ai pu apprécier la qualité de l'accueil et retrouver le plaisir que l'on a toujours quand on vient à Aix. Et j'aurais bien aimé pouvoir refaire cette expérience aujourd'hui, mais malheureusement, je suis euh, engagé déjà ici à Paris et donc ne pouvais me rendre chez vous. Je voulais peut-être juste rebondir une seconde sur ce que vous disiez avec beaucoup de justesse, Monsieur le Directeur, sur ces jeux de simulation pour indiquer aussi aux étudiantes et aux étudiants qui nous écoutent que même au niveau professionnel qui a été le mien, nous faisons aussi de temps en temps des simulations sous un angle peut-être un peu différent de celui que vous allez pratiquer pendant les prochains jours. Mais la simulation est très utile pour définir les choix qu'il faut faire lorsque nous sommes confrontés à des crises importantes et à des enjeux dont nous sentons bien qu'il nous faut essayer de les analyser de manière aussi précise que possible. Vous m'avez demandé de brièvement présenter un peu quel est l'agenda européen au travers des crises que connaît l'Union européenne et des conséquences que cela pose sur le processus de décision dans les institutions de l'Union européenne, les institutions bruxelloises. Et je vais tenter de répondre à la question qui m'a été posée à travers essentiellement cinq grandes observations, de façon à lancer la discussion ensuite à laquelle je serais heureux de participer et peut-être de vous donner un peu le cadre dans lequel votre jeu de simulation se déroulera ensuite. Première observation, et ça a été beaucoup dit, mais je crois que c'est exact, l'Union européenne a rarement traversé une zone de tempête et de crise comme elle l'a connue depuis plus d'une dizaine d'années. En réalité, depuis 2006-2008, soit donc près de 20 ans, l'Europe a été affectée par les crises à peu près dans tous les domaines de son activité. Et c'est assez impressionnant et ça amène forcément à se poser des questions. Essayons d'y réfléchir une seconde. Nous avons commencé avec la grande crise financière de 2008 qui était mondiale, mais qui a eu un impact particulièrement marqué au sein de l'Union européenne et qui s'est traduit en particulier par la longue crise de ce qu'on a appelé la dette grecque et la manière dont celle-ci a affecté la bonne marche de la monnaie unique européenne et de l'euro, provoquant des difficultés dans le secteur bancaire et dans le secteur financier en général. Nous avons connu aussi à l'époque des crises diplomatiques et l'intervention russe en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2013-2014, l'intervention et l'ingérence russe dans le Donbass, également au cours de l'année 2014, bref, ce qu'on a appelé la première crise de l'Ukraine en référence à la deuxième crise que nous connaissons actuellement. Puis ça a été les événements autour de l'immigration en provenance à la fois du Moyen-Orient et de l'Afrique, et ça a été toute l'année 2015, et ça a continué depuis lors. Puis nous avons eu le Brexit, le référendum lié à la décision par référendum de la Grande-Bretagne de se retirer de l'Union européenne et la longue saga des négociations pour se mettre d'accord avec nos amis britanniques sur un divorce à l'amiable et la mise en place d'un nouvel accord commercial.
Puis la santé, avec la grande pandémie de 2020, qui a provoqué immédiatement de grandes difficultés dans l'Union européenne, la crainte que chacun allait rétablir ses frontières pour se protéger, et puis peu à peu une gestion plus pacifiée de cette crise du Covid. Et cerise sur le gâteau, si on avait encore besoin de confirmer cette période de crise, la décision par Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine le 24 février 2022, c'est-à-dire une guerre sur notre continent, une guerre interétatique. Je sais bien qu'il y avait eu encore avant, dans les années 90, la guerre autour de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Mais là, c'est une guerre directe entre deux États souverains, comme en réalité, on n'en avait pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une période de crise qui a fini même par interroger les Européens sur leur identité. La guerre de l'Ukraine que nous connaissons actuellement est une sorte de remise en cause de ce qui était, je dirais, à la base de tout le récit européen autour de l'idée que l'Union européenne, le projet d'intégration européenne, était précisément fait pour nous éviter à tout jamais la guerre au sein de l'Europe et pour définitivement assurer à l'Europe la sécurité, la paix et la prospérité. Donc, toutes ces crises ont une dimension soit sectorielle, soit même globale. On voit bien aujourd'hui que dans le cadre de la guerre d'Ukraine, nous sommes confrontés à des répercussions et des implications de cette guerre qui touchent aussi bien les questions de livraison d'armes, donc les questions liées à la sécurité et à la défense, mais aussi des questions relatives à l'énergie et à l'approvisionnement en énergie, la question de la manière dont nous poursuivons notre effort européen à propos des changements climatiques et la manière dont nous mettons en place la transition vers une économie durable, libérée des effets du carbone. Nous discutons aussi de la sécurité alimentaire en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Nous discutons de la question des réfugiés ukrainiens qui oblige à réorganiser et à revoir notre politique en matière d'immigration, et je pourrais continuer comme ça. Donc, cette zone des tempêtes, elle a touché tous les secteurs de l'activité européenne. Elle a même touché au cœur même de la légitimité du projet européen, comme je le disais tout à l'heure, avec une guerre qui remet en cause les 50 ou 70 années de paix et de prospérité en Europe. Et donc, on peut se dire que le sens même du projet européen est aujourd'hui, en quelque sorte, sur la sellette. Voilà ma première observation. Ma deuxième observation, qui est liée tout de suite à la première, c'est qu'on peut immédiatement se poser la question de savoir si ces crises successives sont l'effet du hasard et liées à l'imprévisibilité de l'actualité, ou est-ce que ces crises, cette répétition des crises ne cachent pas quelque chose peut-être de plus profond et de plus structurel sur l'organisation et le fonctionnement de notre Union européenne et de notre projet européen. Sous l'effet de cette crise, en effet, en reprenant les unes après les autres, on peut peut-être se demander si ces crises ne révèlent pas des problèmes plus profonds et sous-jacents qui étaient déjà là et qui apparaissent à l'occasion de ces crises. Je vous donne quelques exemples, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Prenons d'abord la crise la plus immédiate, la guerre d'Ukraine à l'heure actuelle. Est-ce qu'au fond, cette guerre et l'importance qu'elle prend, l'impact qu'elle a sur l'ensemble des secteurs de l'Europe, est-ce que cette crise ne correspond pas à l'impuissance qu'a affichée l'Union européenne depuis 30 ans
depuis la fin de l'Union soviétique, l'impuissance à définir et mettre en œuvre une politique et une stratégie à l'égard de la Russie. Ce voisin proche de notre frontière à l'Est, immense pays couvrant plusieurs fuseaux horaires et qui, depuis des siècles, a posé à ses partenaires au sein du continent européen des problèmes majeurs et un rapport, une relation extrêmement compliquée. Au fond, depuis 1991 et la mise en place de la Russie dans ses frontières actuelles, nous n'avons jamais vraiment réussi à définir le type de partenariat que nous voulions avoir avec la Russie. La Russie, je dois le dire, n'a pas beaucoup aidé, et les autorités russes, que ce soit l'ancien président Eltsine ou aujourd'hui Vladimir Poutine, n'étaient pas des partenaires faciles, mais entre les 28 et aujourd'hui 27 États membres de l'Union européenne, la Russie a toujours constitué une question difficile dans nos discussions et une question que nous n'avons jamais vraiment réussi à résoudre. Devions-nous trouver des domaines où nous pourrions avoir un engagement concret, des domaines de coopération où nous pourrions avoir des engagements concrets avec la Russie? La Russie était-elle un partenaire, un adversaire, une menace de sécurité? Ce sont des questions qui se sont posées en permanence et que nous n'avions pas résolues. Et donc, la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons est peut-être révélatrice d'un problème plus profond. Prenons la crise migratoire. Au fond, depuis qu'elle a surgi sous sa forme, je dirais, la plus explosive en 2015, année pendant laquelle nous avons eu un afflux de plus de 1,8 million de réfugiés qui sont arrivés aux portes de l'Europe, nous avons essayé de trouver une façon de réviser, d'améliorer, de renforcer à la fois notre politique en matière d'asile, le fonctionnement du système Schengen et du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Nous avons beaucoup de mal et ces questions demeurent ouvertes. Mais derrière cela, et notamment pour ce qui est de notre relation avec l'Afrique, nous étions tous assez conscients à Bruxelles que derrière cette crise migratoire, il y avait le formidable problème de la politique d'aide au développement de l'Union européenne et peut-être de ses limites, malgré près de 50 ans d'aide au développement et de coopération liées aux conventions de Lomé et de Cotonou. 50 ans de coopération dans tous les domaines, éducation, santé, aide à la gouvernance, etc. Tout ça, malgré tout, n'a pas abouti et n'a pas empêché les différentes nations africaines de voir leurs citoyens continuer à prendre la route et à se diriger vers l'Union européenne. La crise de l'euro en 2010-2012 autour de la monnaie unique et de la crise de la dette grecque, c'était aussi une autre manière de souligner combien l'union économique et monétaire que nous avons mis en place à travers le traité de Maastricht gardait de sérieuses faiblesses. Absence d'une vraie, complète coordination de la politique économique, fragilité du secteur bancaire et la nécessité d'avancer vers une union bancaire européenne. Bref, toutes ces questions-là sont apparues de manière très claire. Et je pourrais encore citer le Covid qui a montré l'impréparation de l'Union européenne en matière de santé publique, l'absence d'ailleurs en réalité d'une vraie Europe de la santé et un retard qu'il a fallu rattraper à toute vitesse. Donc, deuxième observation, est-ce que ces crises n'ont pas révélé des questions assez fondamentales et des faiblesses assez profondes et structurelles à l'intérieur du projet d'intégration européenne?
Troisième observation, comment est-ce que l'Europe, de manière générale, a réagi à ces crises? En réalité, la réponse, en tout cas ma réponse personnelle, c'est plutôt pas mal. Comme toujours, au départ, avec un peu de retard à l'allumage, mais à mesure qu'on a pu avancer, une capacité de l'Europe à trouver cas un cas un, souvent de manière pragmatique, un peu comme toujours avec l'Union européenne dans un certain désordre et pas mal d'improvisation, nous avons quand même réussi à trouver des réponses et j'ajouterais même à faire de vrais progrès dans ces différents domaines. De manière un peu paradoxale d'ailleurs, par rapport à la plupart des crises que nous avons rencontrées depuis 2008, où, comme je le disais tout à l'heure, la réponse européenne a été au départ assez balbutiante, parfois même complètement désorganisée et même se traduisant souvent au départ par la politique du chacun pour soi. La réponse à la dernière crise, la crise d'Ukraine, depuis le 24 février 2022, s'est plutôt passé dans le bon ordre. Et à la surprise générale, la réponse de l'Union européenne après l'invasion russe en Ukraine a été efficace, rapide, unitaire et jusqu'à maintenant, c'est plutôt développé avec beaucoup d'efficacité et de rationalité. L'aide militaire a été tout de suite mise en place avec le nouvel instrument dit la Facilité européenne de paix. Il y a une petite contradiction dans les termes là, mais ça reste néanmoins l'instrument que nous avons utilisé, mais aussi l'assistance humanitaire, l'aide financière. Nous en sommes déjà à 9 milliards d'assistance macroéconomique, 9 milliards d'euros. L'aide aux réfugiés ukrainiens. Nous avons pour la première fois mis en œuvre un instrument qui s'appelle la protection temporaire et qui a permis à près de 4 ou 5 millions, peut-être même de réfugiés ukrainiens, de trouver tout de suite le soutien et l'accès dans les États membres de l'Union européenne. Bref, le système s'est montré à la hauteur. Ça n'avait pas été le cas avec les crises précédentes. Prenez la pandémie, les premiers mois, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, la politique du chacun pour soi. Les frontières se sont refermées et le système Schengen a donné l'impression qu'il allait imploser. Mais peu à peu, on a retrouvé notre stabilité et on peut même dire aujourd'hui qu'avec le recul, cette gestion de la crise de la pandémie s'est révélée plutôt un beau succès pour l'Union européenne. Production de vaccins, production de masques, et nous sommes maintenant bien équipés si nous devions à nouveau être confrontés à de nouvelles vagues du Covid. L'Union, la crise de la dette grecque, eh bien, ça a été l'union bancaire qui a été lancée et qui est en voie de progrès. Ça a été une bien meilleure coordination des politiques budgétaires des différents États membres. Ça a été la mise en place du mécanisme de stabilité financière qui s'est révélé finalement très utile. Et je pourrais continuer comme cela avec la crise migratoire où nous avons pu renforcer l'agence Frontex, l'agence de contrôle aux frontières. Nous avons mis en place donc cette protection temporaire dont je parlais tout à l'heure. Nous essayons actuellement d'améliorer les mécanismes de l'accord de Schengen et nous continuons à discuter entre Européens pour voir comment améliorer aussi l'harmonisation du droit d'asile au sein de l'Union européenne. Bref, ces crises ont finalement permis de mieux gérer, d'être mieux gérées par les Européens ensemble et ont ouvert la voie, je dirais, à l'accélération d'un certain nombre de nos travaux et on introduit des nouveaux progrès dans l'intégration européenne. Donc, finalement, comme le disait souvent Jean Monnet, l'Europe se fera à travers les crises et la pratique de l'Union européenne
a plutôt donné raison à cette prédiction de Jean Monnet. Quatrième observation, et j'en viens là aux aspects plus institutionnels qui rejoindront peut-être là la préoccupation des étudiantes et des étudiants dans le jeu de simulation qu'ils auront à faire, où ils devront travailler à partir du fonctionnement des institutions. Ces crises, depuis 2008, ont obligé le cadre institutionnel de l'Union européenne à s'adapter autour, je dirais, d'un certain nombre d'axes quant au mode de fonctionnement et au type d'action menées par l'Union européenne. Premier axe, le plus évident, le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, est devenu vraiment le centre du dispositif quant à la prise de décision et je dirais même à l'élaboration de la prise de décision. Ce n'était pas évident il y a 20 ans, ça s'est peu à peu installé, cette prédominance, cette primauté du Conseil européen s'est peu à peu installée au cœur du dispositif, mais jamais depuis ces crises qui se développent depuis maintenant 2008, jamais le Conseil européen n'est apparu autant comme le centre de l'activité et de l'action européenne. Un exemple, le plus frappant peut-être, mais pas le seul, dès le lendemain des résultats du Brexit, du référendum en Grande-Bretagne et l'annonce par le gouvernement britannique qu'il mettra en œuvre la décision du peuple britannique, le Conseil européen décide que c'est lui qui gérera cette crise. Il confie la gestion quotidienne à une task force qui se met en place, nomme Michel Barnier comme le négociateur, bien sûr, mais dit très clairement que cette task force et que Michel Barnier devront lui rendre compte en direct. Et c'est lui qui, en permanence, va suivre les aspects politiques de cette négociation, donner ses instructions presque au jour le jour et se réunir en tant que de besoin quand c'est nécessaire. Prenez la crise de l'immigration en 2015 et 2016, c'est le Conseil européen qui est en première ligne aussi et qui définit les instructions et les demandes qu'il confie aux différents services, à la Commission européenne ou au secrétariat général du Conseil des ministres, mais il se réunit autant que faire se peut, autant que nécessaire, pour assurer une sorte de suivi assez régulier de cette crise qui, bien évidemment, a bousculé les États membres dans leur vie politique au quotidien et a eu comme conséquence immédiate d'obliger les chefs d'État et de gouvernement à suivre de manière régulière ces crises européennes. En d'autres termes, l'articulation entre la politique intérieure des États et la politique menée au niveau de Bruxelles est là complète, extrêmement étroite, et par conséquent, les dirigeants politiques, ceux qui ont été élus par leur peuple dans les différents États membres, estiment qu'ils ont la responsabilité d'assurer le suivi de la crise et d'essayer de lui donner des réponses, et tiennent absolument à être au centre du jeu institutionnel. Et donc, peu à peu, on voit ce Conseil européen gagner de plus en plus en importance, convoquer, se réunir chaque fois que nécessaire, même avec des convocations au dernier moment, et être vraiment le centre névralgique de l'activité européenne. Et donc, je crois que c'est très important de garder ça en tête parce que l'on voit peu à peu toutes les autres institutions, que ce soit la Commission, le Conseil des ministres, le Parlement européen, devenir des rouages qui s'organisent et s'articulent par rapport à ce centre, ce noyau central de l'activité européenne. La Commission européenne garde bien sûr ses
ses prérogatives, c'est ma deuxième observation en matière de fonctionnement institutionnel, mais on voit que là encore, elle affine et précise peu à peu ses responsabilités d'une manière assez nouvelle par rapport au Conseil européen. Vous connaissez bien sûr quelles sont les prérogatives de la Commission européenne. Elle a le monopole de l'initiative. Elle est ensuite celle qui travaille avec le Conseil et le Parlement européen pour essayer de trouver des compromis sur la base des propositions de textes qu'elle a mis au point, législatifs ou réglementaires. Et c'est le cadre naturel dans lequel elle travaille. Mais on observe de plus en plus ces derniers temps que la Commission européenne, aujourd'hui, avant de faire une proposition formelle, a pris l'habitude de tester de plus en plus ses idées auprès du Conseil européen. Et l'on voit maintenant, à l'occasion de telles réunions du Conseil européen, la Commission venir tester ses idées pour une nouvelle proposition dans le domaine de l'immigration avant de lancer son pacte pour l'asile et la migration. Elle était venue présenter quelques idées pour voir comment le Conseil européen réagirait. Elle vient de faire la même chose ces dernières semaines avec l'énergie pour essayer de trouver la bonne manière d'avancer sur les questions qui se posent aujourd'hui à la sécurité énergétique compte tenu de la crise de l'Ukraine et de l'envolée des prix de l'énergie sur les marchés mondiaux. On pourrait citer d'autres cas comme cela, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un nouvel élément du processus de décision en amont de la procédure habituelle prévue par les traités. Cette nouvelle phase en amont préparatoire est quelque chose, me semble-t-il, de nouveau et d'intéressant pour essayer d'éviter les à-coups, les blocages ou les obstacles qui pourraient se présenter ensuite dans la phase législative et de développement et de discussion et de négociation pour amener ensuite à l'adoption des textes concernés. Troisième commentaire, toujours très personnel, mais je me permets de les livrer parce qu'après tout, c'est ce que vous me demandiez. Le Conseil des ministres, du coup, change un peu aussi de nature. Maintenant que les chefs réunis au niveau du Conseil européen sont déjà ceux qui fixent très largement les orientations politiques, parfois même jusque dans le détail, le Conseil des ministres devient moins un lieu de discussion et de réflexion, parfois même générale et parfois même un peu informelle. Il devient de plus en plus un lieu de mise en œuvre des orientations fixées par le Conseil européen. Et ça en change assez considérablement la nature, y compris dans la relation qui s'établissait dans le passé entre un conseil donné des ministres, un conseil des ministres en question de transport ou de finances ou d'agriculture. Et ces conseils des ministres avaient établi une sorte de relation exclusive et très personnalisée avec les commissaires qui avaient la même compétence, le commissaire en charge de l'agriculture, des transports ou des finances, parce que maintenant leurs rapports sont encore une fois très largement influencés par les discussions qui ont déjà eu lieu au niveau du Conseil européen entre les chefs d'État et de gouvernement et la présidente de la Commission européenne. Et on voit bien que cette relation Commission-Conseil des ministres est devenue à la fois peut-être plus technique, plus précise, peut-être un peu moins politique, mais ce qu'on leur demande, c'est de mettre en œuvre et de faire. Et donc, il y a là une nouvelle forme de focalisation, de concentration des esprits sur le résultat. On pourrait dire peut-être à certains égards la même chose du Parlement européen, dont les travaux, à mon avis, aujourd'hui, maintenant, se distinguent beaucoup plus clairement entre ce qui relève de la procédure législative et
travaux de conciliation avec le Conseil, parce que là encore, le Parlement est lui aussi obligé de tenir compte des orientations données par le Conseil européen et du coup se trouve un peu encadré par ces orientations, quoi qu'il en pense. Et en revanche, les autres travaux du Parlement européen où subsiste une plus grande liberté d'action parce qu'il s'agit de questions souvent prises à l'initiative du Parlement européen et pour lesquelles le Conseil européen n'a pas eu forcément à prendre position. Dernier point, mais il est moins en rapport avec les travaux du Conseil européen, mais je voudrais juste insister une seconde sur la place aujourd'hui et l'autorité de la Cour européenne de justice. Parce que de mon temps, quand j'étais à Bruxelles, on se félicitait tous que quand il y avait des contestations du cadre institutionnel entre le Parlement européen, le Conseil des ministres, le Conseil européen, etc., heureusement, la Cour européenne de justice était restée à l'écart et apparaissait un peu comme l'arbitre reconnu par tous, se situant en quelque sorte au-dessus de la mêlée et étant capable, le moment venu, quand c'était nécessaire, de ramener l'ordre en disant le droit. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit que cette autorité de la Cour européenne de justice n'est pas contestée en tant que telle, mais qu'on voit dans un certain nombre d'États membres, et pas simplement dans ce qu'on appelle parfois les démocraties libérales, mais même en France, même en Allemagne, les cours suprêmes nationales contestaient parfois certains arrêts de la Cour et rappelaient qu'ils ont aussi leur mot à dire dans les questions relevant de l'intégration européenne. Et donc, je pense que là aussi, nous voyons une évolution intéressante et qu'il faut également prendre en compte pour la suite des avancées que souhaite faire l'Union européenne. Dernière observation, et je m'arrête là après, en vous priant de m'excuser d'être un peu long, mais je voulais quand même dire un mot à propos de l'agenda de l'Union européenne, un mot peut-être de ce qui est aujourd'hui le narratif, comme on le dit parfois, le discours, la priorité qu'on entend tout le temps exprimée à Bruxelles, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui d'avancer vers une Europe géopolitique et de faire de l'Union européenne un acteur géopolitique capable de parler au même niveau et avec la même force avec les grandes puissances globales aujourd'hui dans les enceintes internationales, les États-Unis, Chine, Russie, voire même certains acteurs plus régionaux, mais avec de vraies intentions et une volonté d'être aussi des acteurs mondiaux. Je pense à la Turquie, je pense à l'Inde et à quelques autres encore. Là, cet objectif d'une Europe plus géopolitique, d'une Europe capable de se doter d'une autonomie stratégique, ce que nos partenaires allemands parlent même d'une souveraineté stratégique. Cette Europe-là, elle est en train de se faire, elle est au cœur de l'agenda européen et en même temps, on voit bien que les choses avancent lentement et non sans difficulté. Et là encore, pour vous livrer ma pensée, je voudrais juste souligner que cette volonté d'une Europe plus géopolitique, capable, comme je crois l'a dit récemment Joseph Borrell, capable de parler le langage de la puissance quand elle affronte ses partenaires ou dans les enceintes internationales, cette Europe-là, elle demande aussi à ce que l'agenda européen soit complété, éventuellement modifié, en tout cas il faut que de nouveaux thèmes apparaissent dans cet agenda. Le premier peut-être, et pas forcément le plus facile, c'est de faire admettre par les 27 États membres qu'aujourd'hui, le
contrat social européen tel qu'il existe dans les traités, tel que les nouveaux membres l'acceptent quand ils adhèrent à l'Union européenne. Ce contrat social évolue avec le temps. La part de l'Europe de la sécurité et de la défense était minime, pour ne pas dire inexistant, dans le traité de Rome. Il est apparu avec Maastricht, il s'est développé avec Lisbonne, et aujourd'hui, il devient un champ d'action de plus en plus important pour l'Europe. Or, beaucoup de membres de l'Union européenne s'interrogent si cela relève vraiment de la responsabilité de l'Europe, de l'Union européenne, et si la sécurité de l'Europe, ce n'est pas avant tout l'affaire de l'OTAN. Et donc, on voit bien que cette discussion qui est toujours là entre Européens, il faut avoir le courage de la poursuivre et d'essayer de parvenir à un bon compromis entre nous. On s'est mis d'accord sur la boussole stratégique, le Strategic Compass, adopté sous présidence française au mois de mars dernier. Mais on voit bien que même en acceptant cette boussole stratégique, un certain nombre d'États membres continuent à estimer que l'essentiel des discussions sur la défense européenne elle doit se faire dans les enceintes de l'OTAN. L'Europe géopolitique, ça oblige aussi, et c'est un deuxième point, à un changement de mentalité assez radical de la part des États membres. La capacité à se concevoir comme une puissance et à s'assumer à travers des actes de puissance souveraine qui n'étaient pas toujours à l'ordre du jour des travaux de l'Union européenne, et je ne dirais pas dans la façon de faire, n'était pas dans la façon de faire des institutions européennes. On dit souvent avec raison que la Commission prend des initiatives qui sont avant tout inspirées par le besoin de trouver très rapidement des procédures et des processus qui assurent un certain confort intellectuel et fonctionnel, et qu'en revanche, quand il s'agit de proposer des décisions plus substantielles et qui vont au fond des débats politiques, alors l'Europe est plus timide et hésite. En d'autres termes, quand il s'agit d'aborder, par exemple, la question de la paix au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens, l'Europe préférera recourir à l'étiquetage des produits agricoles en provenance des territoires occupés plutôt que d'amener les deux parties autour de la table pour essayer de lancer un vrai processus de paix. Et on pourrait dire à certains égards la même chose de la crise d'Ukraine telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui. Dans toutes les discussions qui ont fait suite à la première crise de 2014-2015 autour de la mise en œuvre des accords de Minsk, on a vu à la fois l'Allemagne et la France, mais également toute l'Union européenne derrière ces deux pays, hésiter à définir une ligne politique un peu sérieuse, un peu significative, un peu substantielle avec la Russie, définir le type de relations stratégiques qu'on voulait avoir avec ce pays. Non, on a préféré recourir à un catalogue de 5 points dont on était très fiers, mais qui en réalité créait une sorte de dialogue de sourds avec Moscou dont on n'est jamais vraiment sorti. Et donc, c'est un peu ces questions-là qui sont aussi sur la table quand on parle de Europe géopolitique et de la priorité qu'on veut donner à cet objectif. C'est aussi autour de ces questions-là, de changement de mentalité, de révision du contrat social européen qu'il faut aujourd'hui centrer nos débats dans les mois et les années à venir.